Autrefois, en ces lieux, il y avait une forêt luxuriante de bois de couleur. Cet endroit quasi atemporel semblait avoir suspendu l'horloge du temps pour permettre aux merveilleux de s'installer à demeure. En ce jardin extraordinaire, on pouvait rêver ses promenades ou faire des promenades de rêve. Mais l'éternité est juste un concept humain. La nature, elle, prend son temps pour dérouler ses scénarios. En 2007, cette forêt a été effacée entièrement au cours d'une éruption volcanique. Elle laisse pour l'instant une empreinte indélébile dans le paysage, visible depuis les airs, la mer ou la terre. Voici cette forêt du Tremblay avant l'éruption et après l'éruption. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé ici. La sortie de la lave à 600 mètres d'altitude, en vidant les chambres magmatiques, a provoqué l'effondrement du cratère de Lomieux. Au pied du village du Tremblay, le débit de la lave augmente considérablement. Ce débit important qui s'écoule en mer jusqu'à de grandes profondeurs provoque la mort de milliers de poissons
que l'on retrouve flottant sur l'eau et sur la côte, alors que l'éruption n'est pas terminée. Le paysage est maintenant entièrement modifié. Il y a une énorme surprise en bord de mer. Cette plage est totalement nouvelle, formée pendant l'éruption. Voici le paysage avant et après l'éruption. Mais ce n'est pas le seul fait surprenant. Cette plage accueille aussi un hôte extraordinaire pour l'araignée. Plus haut sur la coulée, il y a encore des visiteurs étonnants. Des faucons concolores sont de passage seulement sur l'île. Eux aussi viennent d'ailleurs. Un paille en queue, lui, a choisi les remparts du Tremblay pour s'installer. Plus haut encore, ce sont des papons qui ont investi les lieux. Le tec-tec, lui, a choisi les aspérités de la roche volcanique pour faire son nid.
Ces animaux que nous avons observés occupent chacun un espace particulier de cette coulée 2007. En 2012, la chaleur n'a pas totalement disparu de cette coulée et on peut la sentir encore de façon spectaculaire. Les autorités craignent que la route nouvelle s'effondre sur les cavités souterraines encore brûlantes. Des sondages de précaution sont effectués. Les gens de l'observatoire volcanologique viennent effectuer des mesures et les prises de vue infrarouges confirment que sous la surface, les hautes températures couvrent toujours. Mais la nature reprend ses droits. L'eau va venir remodeler le paysage, reprenant son travail au long cours. C'est seulement en 2012 que nous pouvons commencer à explorer les grottes repérées. Les chaleurs extrêmes nous en avaient barré l'accès jusqu'alors. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. D'autres surprises exceptionnelles nous attendent. Philippe Mérine est l'un des premiers scientifiques que nous avons invités à venir observer avec nous ces phénomènes exceptionnels.
Bien feuillé tout ça. Très très joli, très chaud. Effectivement, on crame pas les poumons. La tête un peu tordue, qui sont classiques de milieu calcaire. Des plaquages aussi, comme cela, un petit peu en chou-fleur. Des choses qui ressemblent à des handicap. Les cratères centraux, tu as un cône, et c'est sur une fissure. Toute la caractéristique d'une éruption volcanique. Voilà. Bien, mais là-haut, on a des stalactites qui ne sont pas vraiment classiques pour un tunnel de lave. Ça ressemble beaucoup plus aux stalactites que l'on a dans les grottes calcaires. C'est-à-dire, apparemment, c'est la précipitation d'ions qui étaient dissous dans de l'eau. Et lorsque l'eau est arrivée à la surface ici, il y a eu une précipitation de ces ions et qui ont formé ces stalactites qui sont probablement à base de carbonate de calcium ou de sulfate. Une expérience à l'acide permettra d'avoir plus de certitude. Alors là, on va monter pour prendre la température sur la grotte supérieure. Alors là, on va monter. En tout cas, la température a vraiment progressé. Elle était de 34. Et là, il est plus de 124. 124. Et ça monte, ça continue à monter. Et en tout cas, il sent le casque qui est en train de craquer, quoi. Ouais. Alors là, maintenant, on va s'arrêter parce que l'appareil est en train de fondre. Là, ici, on peut voir que là, elle est en train de fondre. Ici. Je sais pas si vous voyez bien. Et là aussi, il commence à avoir des petits bourrelets, là. Alors là, on est descendu de la galerie inférieure. Maintenant, la température est de 19 degrés environ, 19 degrés 6. Vous pouvez le voir ici. Et les gouttes bleues, ça peut être aussi des précipitations d'autres ions, mais alors lesquels? On a vu que ça peut être beaucoup plus riche en sulfate que les blanches. Mais là, il faut absolument maintenant faire des analyses chimiques si on veut savoir ce que c'est. Et ces concrétions-là, dès que le tunnel va être complètement refroidi, ces concrétions vont être rapidement dissoutes par l'eau de pluie, par l'eau d'infiltration.
Et si on repasse ici dans une trentaine d'années, il y en aura probablement beaucoup moins de stalactites blanches et bleues. Ici, on voit des gouttes d'eau qui tombent, qui imprègnent la roche et qui tombent à partir de ces mini stalactites bleues. Et ça donne vraiment l'impression que c'est cette eau qui va déposer les minéraux bleus, verts que l'on voit ici. Alors à la différence des stalactites de lave qui, elles, se forment pendant tant qu'il y a de la lave qui circule ici et tant que les gaz volcaniques brûlent. Parce que les gaz volcaniques sont assez réduits, il y a du CO, il y a du dihydrogène. Tout ça au contact de l'air qui va être aspiré par ces tunnels, ça va brûler, ça va chauffer le plafond, donner des stalactites donc d'égouttement de lave. Et tout ça, ça s'arrête bien entendu quand il n'y a plus de chaleur, quand il n'y a plus d'afflux de chaleur. Tandis que ça se forme vraiment, ça a dû se former dès que le niveau a commencé à baisser, mais surtout après, par dissolution et recristallisation de matière, grâce entre autres à l'eau d'infiltration. Parce qu'il faut se rappeler qu'au Grand Brûlé, il doit pleuvoir quelque chose comme 8 mètres d'eau par an en moyenne, ce qui n'est pas le maximum. J'ai filmé ces gouttes en macro déjà, et dans l'une que j'ai regardée chez moi, j'ai l'impression qu'il y a des petites particules qui se déplacent, mais de manière un peu dynamique, c'est-à-dire c'est pas un entraînement par un petit courant d'eau dans la goutte, c'est comme s'il y avait des animalcules. Il faut se méfier parce que ces gouttes qui circulent, il y a des turbulences dedans énormes. Hein. Et ça peut être très bien des petites particules qui seront mises. Parce que là, le problème, c'est que si tu mets des animalcules, il faut que tu mettes de la nourriture. Or, je ne vois pas vraiment ce qui est digérable là-dedans. Hein. Il n'y a pas de matière organique, il n'y a pas de lumière, donc on peut avoir ni animaux, ni végétaux. Mais une goutte, c'est jamais stable, surtout quand ça vient de circuler, ça se met en place. Il y a des apports d'eau qui vont tourbillonner à l'intérieur de la goutte. Donc la moindre impureté va permettre de voir ces mouvements dans la goutte même. Donc effectivement, ça pourrait être de la matière qui a commencé à se précipiter, mais sans se déposer sur la goutte. Et après, tout ça en tombant va donner le minéral un peu blanc que l'on voit. Et ce que tu as dû voir, c'est sans doute ce qui a collé en bas en blanc. Mais on n'a pas de vrai stalagmite ici. Je n'ai pas vu. Donc je pense que ce que tu as vu qui bougeait dedans, c'est peut-être des turbulences et avec la lumière, ça vient de te les... Là, j'ai pas mes lunettes, alors c'est sort du sac. Ouais, le problème c'est qu'on ne connaît pas la profondeur à laquelle on est. Avec le cuivre dans les... Oui, de toute façon, forcément qu'il y ait du cuivre, ouais, mais c'est bizarre. Mais il y a pas, C'est bizarre. il y a pas qu'un étonnant. endroit. Hein. Parce que dans les basaltes, comme ça, en concentration en cuivre, ouais, c'est pas tout énorme. quoi. Il n'y a pas de quoi faire des trucs comme ça. Oui. Et il n'y a pas qu'à cet endroit-là, il y en a d'autres. Hein. Oui, il y en a 10 ans. Il y a des endroits où c'est plus joli. Là, voilà, derrière, il y en a encore, là, juste derrière. Là. Il y en a là. Donc pour vous, ce serait plus une sulfate de cuivre? Bah, ces couleurs-là, ça ressemble. Et le jaune, le jaune c'est le soufre, non? Oui, là il y a du jaune qui est relativement clair, Ouais. du soufre alun avec, mélangé avec de l'aluminium. D'accord. Et ça c'est plus classique déjà. Oui, tout à fait. Ouais. C'est le bleu qui est intrigue. Le bleu, quand même moins évident comme ça. Là, il y a encore un petit peu là. Ouais, fin. Oups, super. Là-bas, c'est pas Ouais, il mal. fait vraiment chaud. Hein. Ça Même le sol est. Non, le sol lui-même est chaud. Et au-dessus, là où on est, il y a quelque chose à voir. Mais il y a un tunnel au-dessus. C'est pas aéré du tout. Je sais pas, mais. C'est curieux parce qu'il y a de l'air ici. Ouais, je sais pas.
Bah oui, mais Non, mais il faut voir aussi l'ouverture qu'il y a. l'air chaud monte. Donc l'air chaud il reste. Et puis là, il y a quand même l'immense ouverture de l'endroit où on est descendu. Hein. Donc on voit quand même de l'air. Tu peux lui tenir le truc. Attends, Plus loin. C'est pas possible. C'est pas possible, ça chauffe de partout. Alors là, tu as une. En plus, regarde, là, tu as un truc un peu jaune, là bleu, là sans rien. Ben, c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses dans les grottes ici, quand même. Et quand on voit l'espèce d'aspect corail sur les côtés qui sont associés à ces minéraux blancs, on pourrait penser que chaque fois qu'on va trouver du corail après, il y a dû avoir ça. Par exemple, sur le tunnel de la route des Tamarins qu'on a vu il y a quelques années. Mais bon, effectivement, les explorateurs fous qui vont dans les cavernes, ils ne regardent pas ces détails. Avec les gouttes d'eau, ce serait presque intéressant de recueillir l'eau ici, l'eau ici, l'eau ici, puis voir s'il y a des différences d'analyse. Donc là, on voit une goutte en formation qui provient un petit peu du ruissellement que l'on a un peu partout et qui sort surtout au niveau de ces petites failles que l'on voit dans la roche. Et cette eau, quand elle arrive ici, voilà, elle ne va pas tarder à tomber, elle aura tendance à déposer les sels minéraux dissous, c'est-à-dire à les précipiter contre la concrétion qui existe déjà. Alors cette concrétion qui a des couleurs un petit peu bizarres, dans les bleus, verts, etc., doit contenir pas mal de soufre. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Mais pour cela, il faudra faire une analyse chimique. Nous allons réaliser quelques tests pour vérifier s'il s'agit bien d'ion cuivre. Ce sont les ions qui vont en cuivre qui vont réagir avec l'hydroxyde de la solution d'hydroxyde de sodium. Il y a eu bien une oxydation des ions cuivre par le métal fer. Il n'y a pas que du carbonate de calcium, il y a autre chose. Oh oui, là tu as bien du cuivre. Hein. Mais là, on a fait une belle réaction là. Ouais, là c'est bien du cuivre. Hein. À l'Office de l'eau, on s'intéresse à la qualité de l'eau sur l'ensemble du département. Donc là on est dans un contexte assez particulier sur des coulées très récentes qui datent de 2007. Donc l'idée c'est de voir si ces coulées récentes peuvent avoir un impact sur la qualité de l'eau. On va faire donc d'abord des analyses sur le pH, la conductivité et la température de l'eau. Ça va déjà nous donner des signes sur la composition physico-chimique, sur les caractéristiques physico-chimiques. Puisque plus l'eau a le temps de s'enrichir en éléments dissous, plus sa conductivité va être élevée. Donc ça donne déjà un intérêt par rapport à la conductivité de l'eau de pluie qui est très faible, qui peut être en gros de 20 à 30 microsiemens par centimètre. Là on va voir si l'eau a pu évoluer déjà, puisqu'on est 15 mètres à peu près sous la surface du sol. Donc est-ce que par la présence de ces minéraux particulièrement, on a eu une évolution de l'eau, quoi. Ah oui, là c'est très intéressant là. Je suis étonné, franchement je suis bluffé là. On a une conductivité de 864 microsiemens par centimètre. Donc c'est la valeur la plus élevée que j'ai jamais mesurée. Ça me paraît bizarre. Il faut bien que je vérifie qu'il n'y a pas un problème sur l'unité. Vous n'avez pas une bouteille d'eau par hasard, d'eau normale? Non. T'as pas emmené? Non. Ouais, ça se confirme, 850 microsiemens. Donc ça, effectivement, c'est étonnant. Donc, je vais refaire une mesure de conductivité, parce que quand même, ça, c'est pas banal, quoi. Je m'y attendais pas. C'est incroyable, je m'y attendais vraiment pas du tout. Je suis à 830 microsiemens. Donc voilà, je vais noter ça. Avec ça on mesure uniquement donc, les paramètres vraiment de terrain qui sont classiques, pH, température, conductivité. La température 19,5.
Donc ça c'est la sonde pH. Donc la conductivité c'est une petite électrode en fait qui envoie un courant. Et en fait plus l'eau est conductrice, plus le courant passe. Donc il y a une relation entre ça et la conductivité. Et là c'est une ampoule en fait qui contient un liquide. Et c'est ça qui permet de faire la mesure de pH. Donc aussi ce qui est intéressant avec ce type de suivi, c'est qu'on pourrait imaginer revenir l'an prochain. Si notre petite goutte est toujours là, on pourrait refaire ces analyses, refaire ces mesures pour voir si on a les mêmes résultats. Et donc ça c'est pour essayer d'avoir des tendances d'évolution de ces eaux sur le plus long terme. L'idée de Julien Bonnier fera son chemin et le projet de croiser les données de l'Observatoire réunionnais de l'eau avec les travaux des scientifiques de l'Université de La Réunion entrera très rapidement dans sa phase de réalisation sur le terrain. De sulfate ou de calcium dans les roches, en tout cas dans les gouttes d'eau. Et même dans tu vois, si tu avais du sulfate et du calcium un peu partout dans la roche, on n'aurait pas ces secteurs où il y en a et où il n'y en a pas. On aurait un peu partout, quoi. Je pense que ça pourrait être sympa, ouais, d'avoir le système entrant, sachant que... Moi j'ai des analyses de 2007, d'eau de pluie que j'avais faites. J'avais mis des pluviaux pendant l'éruption. On verra très vite l'intérêt de l'installation de ces instruments pour la compréhension de ces phénomènes. Il y a ces compositions-là. C'est excellent quand même, regarde. Pluvio, c'est la dernière colonne. Tu vois, tu as la montée en pluvio progressive en même temps que la montée en température là. Voilà. Alors, heureusement, j'ai mis 2 capteurs de température, un protégé là et un autre dehors. Celui de dehors a cramé, il est cuit, mais celui de dedans, qui est un thermocouple, il a bien fonctionné. Et donc du coup, tu as toute la montée tu vois, la montée en pression là, tac tac. Le pluvio il a bien fonctionné et la température, tu vois que ça monte à 69-55 degrés. Le problème c'est que ça a tué la batterie petit à petit et le 15 août la batterie est morte. Alors après ça redescend, ça met quand même du temps puisque c'est encore à 32 le 16 avril, tu vois, 34. Donc ça a mis 3 jours pour revenir à 23 degrés quand même. Alors Julien, on est maintenant en début 2015 et donc les recherches sur cette galerie 2007 donc continuent. Pourquoi venir en ce début d'année 2015 avec 100 flacons? Donc depuis 2 ans qu'on a fait des mesures tous les 10 mètres, on s'est aperçu qu'il y avait une zone à peu près à 150 mètres de l'entrée qui montrait des eaux qui avait des conductivités très fortes de l'ordre de 800 à 2000 microsiemens en fonction des sites. Donc l'idée des 100 flacons, c'est de venir voir, comme il y a une multitude de gouttes qui coulent de partout, si dans les premiers tronçons, on n'a pas également des eaux qui sont fortement minéralisées. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir si cette zone fortement minéralisée est bien localisée, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, ou si on retrouve des gouttes particulières avant dans le tunnel. 17,3. Après tu me dis. Ouais, 18,2. Dans le fond de la galerie supérieure, où on peut maintenant accéder, on a découvert aussi ces formations inhabituelles. On mettra en place un système de prise de vue pour voir comment ces stalactites évoluent.
Voilà. Donc on va récupérer la clé donc, qui prend les photos en time-lapse et on va voir un peu ce que ça donne comme résultat. Donc c'est stalactite qu'on a vu grandir avec une photo prise toutes les 2 heures. Donc on va regarder tout de suite le résultat que ça donne sans déranger le système parce que il faut qu'il continue après. Voilà. On récupère la clé. Je remets ça en place parce que c'est très oxydant ici. Hop. Et ben, voilà. Je remettrai ça en place et on va regarder maintenant sur l'ordinateur. Surprise. Ah, regardez ça. Regardez ça. Avec une petite goutte à chaque fois. Et ça représente quelle durée? Une photo toutes les 2 heures. Donc là, il indique les jours aussi. Donc on va pouvoir savoir quel jour ça s'est arrêté. Hein. On a même les vitesses de pouce. J'ai fait une macro sur une comme ça. Et par transparence, on voit qu'il y a une espèce de masse noire dedans, comme un petit caillou qui bloque la circulation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que et ça voilà. crée des directions jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre la... C'est carrément... Comment ça peut partir à l'horizontale? C'est ça qui est surprenant. Bah, c'est sûrement ce que dit Alain, c'est-à-dire que elle sort de la roche, donc elle emmène une petite particule, à un moment elle se fixe dans le cristal. Oui, d'accord. Donc là on vient de mesurer 412 microsiemens avec un pH de 8,66 et donc la dernière fois on avait 416 de microsiemens. Donc depuis le 29 juin là ça n'a pas trop bougé. Par contre en avril, le 20 avril on avait 371 microsiemens. Ça avait légèrement augmenté entre avril et juin en fait. Depuis c'est stable. Voilà, on suit les zones sans concrétion, les zones avec des concrétions blanches et les zones avec des concrétions bleues qui sont d'une part magnifiques et ensuite sur lesquelles on se demande comment elles peuvent avoir cette couleur et quel est le lien avec la chimie de l'eau. Cette goutte elle est magnifique parce que les cristaux, enfin la goutte est prise dans les cristaux et il y a même les cristaux qui ressortent de la goutte. Donc c'est vraiment très beau. On a 890 aussi. À 2220 de conductivité, donc c'est ce qu'on a de plus fort hein, dans le tunnel. Très élevé. Et je sais pas pourquoi. Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille sur cette galerie. Notre attention avait été attirée par les concrétions et en regardant
Donc les caractéristiques de l'eau, on s'est aperçu que certaines gouttes avaient des conductivités particulièrement élevées. Donc en allant sur d'autres tunnels, d'autres coulées, on s'est aperçu qu'on ne retrouvait pas ces conductivités. Donc il y avait vraiment un caractère unique, exceptionnel de ce qu'on observait sur la coulée 2007. Et grâce aux analyses qu'on a pu réaliser en laboratoire sur ces eaux qui ont une conductivité assez élevée, on s'est aperçu que c'était des eaux qui avaient un fort taux de sulfate, des fortes concentrations également en calcium. Donc c'est des concentrations vraiment qu'on ne retrouve qu'ici. On a également beaucoup de sodium et beaucoup de fluor hein, dans ces eaux. Et donc c'est assez intéressant puisque le système semble s'auto-alimenter et être bien relié avec les précipitations. Alors, ce travail a permis de repérer en fait les corrélations entre la chimie de l'eau qui s'infiltre au niveau de ces tunnels et les concrétions qu'on a pu voir dans toute la galerie. Alors dans la partie finale, là on se trouve de cette galerie, c'est là où on a eu les concrétions les plus remarquables d'un point de vue macroscopique, avec des particularités qui sont apparues avec des minéraux tout à fait exceptionnels, voire inconnus, au fond de la galerie. Alors pourquoi? C'est une zone qui est restée très chaude pendant très longtemps. Et on a pu acquérir comme ça des morphologies, on parle de polymorphes, c'est-à-dire c'est une chimie qui est connue, on connaît ces minéraux sous d'autres formes, mais on arrive à transformer la matière, comme ça, si elle met beaucoup de temps à se cristalliser et à des très hautes températures, vu que c'est une zone qu'on a mis plusieurs années avant de pouvoir explorer. Alors on retrouve au niveau de ces stalactites une composition, la principale composition au niveau des eaux, c'est-à-dire on a des pics en sulfate, on retrouve au niveau de ces bougies des sulfates qui sont associés avec un atome de sodium, donc ce sont des sulfates de sodium. Ces sulfates de sodium, ils évoluent avec la température pour former des minéraux tout à fait inconnus à l'état naturel, avec un changement de la structure moléculaire. Et puis on arrive en fond de galerie à avoir des sulfates de sodium et de potassium. Là, on est dans un minéral sans nom. C'est la première fois où on le trouve à la surface de la Terre à l'état naturel. Dans cette région du Sud sauvage, où les conditions sont très rudes, il a fallu des plongeurs très expérimentés pour aller voir sous l'eau comment la coulée 2007 a joué également sur la biodiversité.
pas très loin. Ah ouais. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Tiens, regarde. Regarde. Ah ouais, là, juste là. T'as vu? Oh. Ouais. Et après, c'est le plus joli. Ouais. On la voit bien là, regarde. Ça s'appelle comment? C'est une porcelaine taupe. Oui, normalement, là, elle est posée sur le fond comme ça, mais normalement, elles sont fond discrètes, elles sont plutôt dans les rochers, dans les trous, dans les grottes, accrochées aux rochers. Et on peut l'attraper facilement ou... Oui, bien sûr. Touche à rien, oui. D'accord. Interdit. Mais voilà. Le poisson, on le regarde. On ne touche pas. D'accord. C'est magnifique. Les plantes aussi ont réinvesti la coulée 2007 avec la complicité tapageuse ou discrète des animaux. Depuis 10 ans, 25 espèces végétales ont recolonisé les lieux. « 25 espèces, c'est rien du tout par rapport aux centaines d'espèces qu'on trouve dans la forêt de Marlongue ou qui se trouvaient dans la forêt qui était en dessous de la route avant que la coulée 2007 la détruise. On peut dire que ce sont des espèces pionnières. Elles s'installent les premières et puis elles vont préparer le terrain pour toute une série d'espèces qui vont venir s'installer petit à petit. Ces plantes pionnières, ce sont des plantes qui sont arrivées ici par des semences très légères qui ont été transportées par le vent et qui ne sont pas très exigeantes, c'est-à-dire qui vont se développer en absence de sol, parce que pour l'instant, il n'y a pas de sol. Le sol va se constituer petit à petit grâce aux lichens, aux mousses, aux fougères et aux premières plantes qui vont se décomposer. Lorsque les arbres des espèces pionnières auront grandi un peu, ils vont servir d'abri aux oiseaux, les oiseaux qui vont pouvoir venir ici disperser des graines de plantes avec des fruits. Ils vont manger des fruits charnus, un petit peu à l'extérieur de cette zone, et ils vont venir se poser, et dans leur fiente, il y aura les graines de ces fruits charnus, et ainsi, une nouvelle génération de plantes va pouvoir s'installer et contribuer à former la future forêt. Il n'y aura donc pas la même forêt ici, plus de bois de couleur sans doute, mais peut-être que les mêmes animaux reviendront pour participer au processus cyclique de recolonisation. Il reste intéressant de voir se remettre en place sous nos yeux toute une biodiversité qui s'adapte aux nouvelles conditions de vie. Pour cela, il suffit d'un peu d'eau, d'un peu de feu. Il faut aussi des rayons et des ombres pour que toute la biodiversité y trouve son compte.
Mais en 2017, il nous reste encore des explorations à vivre. Maintenant que le feu de la Terre s'est apaisé, le puits du Tremblay est enfin accessible. Il nous réserve lui aussi une énorme surprise. Il faudra me donner aussi de la corde ici, hein. Elle va... Ça va être ça, attends. Voilà. On voit le sommet là-bas. R1 Régis, R2 ici. La suite est là. Et la suite... Là, je ne vois pas le fond. Alors, le mieux pour descendre, ça serait peut-être ici. Ici dans mon axe. Faire un relais plus un autre relais plus bas. Pour refaire ce petit pendulaire. Et puis on voit une autre arête plus bas. Voilà, dans cet axe. Une autre arête plus bas. Qui permet de refaire un rappel. Qui descend visiblement profondément.
Là, il y a des pans entiers qui demandent à tomber. Et ça, par contre, c'est très moyen. C'est très moyen. Et là, j'ai un très beau tunnel où il y a un courant d'air incroyable. Incroyable courant d'air qui arrive là. En tout cas, le rappel qui arrive de là-haut est tout simplement superbe. Voilà. Allez, je vais jeter un caillou, on va faire du silence et on va attendre le bruit. T'es trop près, t'es trop près, t'es trop près. Non, 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 reste pas là. Je vais mettre là, là. S'il y a un... Regarde, c'est bon. Ok. Je ne ferai pas de bêtises. J'ai cru entendre, hein. J'ai cru entendre, j'allais te dire 9 et j'ai re-entendu après. On est à 11. Au moins à 12. Moins 12.